Pour soutenir la chaîne, Buy Me a Coffee. Merci. Le nom du monde est forêt. Par Ursula Le Guin. Chapitre 4. C'était incroyable. Ils avaient tous perdu la tête. Ce foutu monde étranger les avait complètement rendus dingues. Ils étaient partis dans le pays des songes, comme les créates. Si quelqu'un lui repassait le film des récents événements, il ne parviendrait toujours pas à croire ce qu'il avait vu lors de la conférence et pendant le briefing qu'il avait suivi. Un commandant de vaisseau de la flotte spatiale qui léchait les bottes de 2 humanoïdes. Des ingénieurs et des techs s'extasiant devant une radio sophistiquée qu'un septien velu leur offrait avec moult sourires méprisants et autres fanfaronnades, comme si l'ACI n'avait pas été prédit des années plus tôt par la science terrienne. Les humanoïdes avaient volé l'idée, l'avaient mise en pratique et avaient appelé ça un non-cible, de sorte que personne ne se rende compte que c'était simplement un ACI. Mais le pire de tout, ça avait été la conférence, avec ce taré de Lyubov qui ne cessait de divaguer et de pleurnicher, et le colonel Dong qui le laissait faire, qui le laissait insulter Davidson, l'état-major du QG et la colonie tout entière. Et pendant tout ce temps, ces 2 étrangers qui souriaient de toutes leurs putains de dents, le petit singe gris et la grande tapette blanche qui se moquaient des humains. Ça avait été franchement horrible, et les choses ne s'étaient pas arrangées depuis le départ du Shackleton. Cela ne le dérangeait pas d'être envoyé à la Nouvelle Java sous les ordres du major Mohammed. Le colonel était obligé de le sanctionner. En réalité, le vieux ding-dong devait voir d'un très bon œil l'incendie qu'il avait déclenché en représailles sur l'île Smith. Mais ce raid n'en restait pas moins un manquement à la discipline, et il avait dû réprimander Davidson. Aucun souci, il suivait là les règles du jeu. Mais ce qui n'était pas dans les règles en revanche, c'était le baratin que débitait cette espèce de gros poste de TV qu'ils appelaient l'Ancible, leur nouveau prophète de fer blanc au QG. Ordre du bureau de l'administration coloniale à Karachi. Limiter le contact terrien hatchéen aux rencontres organisées par les hatchéens. En d'autres termes, il n'était plus permis de se rendre dans un terrier créate pour y prélever un groupe de travail. L'emploi d'une main-d'œuvre volontaire n'est pas conseillé. L'emploi d'une main-d'œuvre contrainte est interdit. Et allez, comment diable étaient-ils censés accomplir leur travail? La Terre voulait ce bois, oui ou non? Ils continuaient d'envoyer des robots cargo à la Nouvelle-Tahiti, pas vrai? 4 par an. Et chacun d'eux repartait avec environ 30 millions de néodollars vers la planète mère. Bien sûr que ces connards du développement voulaient ces millions. C'étaient des hommes d'affaires. Ces messages, ce n'étaient pas eux qui les envoyaient. N'importe quel imbécile pouvait s'en apercevoir. Le statut colonial du monde 41, pourquoi ne l'appelait-il plus la Nouvelle-Tahiti, est à l'étude. Jusqu'à ce qu'une décision soit prise, les colons doivent observer une extrême prudence dans toutes leurs relations avec les indigènes. L'usage des armes de tout type, à l'exception des petites armes de poing, est strictement interdit, tout comme sur Terre. Sauf que là-bas, un homme ne pouvait même plus porter d'armes de poing. Mais à quoi bon traverser 27 années-lumière jusqu'à un monde frontalier, si c'était pour s'entendre dire pas d'armes à feu, pas de flambe, pas de biobombes. Non, non, contentez-vous d'attendre comme de gentils petits garçons que les créates viennent vous cracher à la figure et vous chanter des chansons, puis vous planter un couteau dans le ventre et réduire votre camp en cendres. Mais ne faites pas de mal à ces petits gars verts tout mignons. Non, monsieur. Une politique d'évitement est fortement conseillée. Une politique d'agression ou de représailles est strictement interdite. C'était là le sens général de tous les messages au fond, et n'importe quel idiot pouvait comprendre qu'ils n'émanaient pas vraiment de l'administration coloniale.
Ils n'avaient pas pu changer à ce point en 30 ans. C'étaient des hommes pragmatiques, réalistes, qui savaient à quoi ressemblait la vie sur les planètes frontalières. Il était clair, pour quiconque n'avait pas perdu l'esprit à cause de quelques géochocs, que les messages de l'an-cible étaient bidons. Rien n'empêchait de les intégrer directement à la machine, tout un ensemble de réponses à des questions ayant une grande probabilité d'être posées. Les ingénieurs prétendaient qu'ils auraient pu repérer pareil tour de passe-passe. Admettons. Dans ce cas, cette saloperie communiquait instantanément avec un autre monde. Sauf que ce monde n'était pas la Terre, loin, loin de là. Ce n'étaient pas des hommes qui tapaient les réponses à l'autre bout de cette petite supercherie, mais bien des étrangers, des humanoïdes, sans doute des Sétiens, les fabricants de cette machine, et une belle bande de démons. Ils étaient bien du genre à tenter de s'assurer une fois pour toutes la suprématie interstellaire. Quant aux Aïniens, ils devaient faire partie de la conspiration, bien sûr. Toute cette sentimentalité dans laquelle baignaient ces prétendues directives, il y avait du Aïnien là-dessous. D'ici, il était difficile de deviner l'objectif à long terme visé par les étrangers. Sans doute cherchait-il à affaiblir le gouvernement terrien en le coinçant dans cette histoire de Ligue des mondes, jusqu'à devenir assez puissant pour tenter une invasion armée. Mais pour ce qui concernait la Nouvelle-Tahiti, leur plan lui semblait limpide. Ils allaient laisser les créates éradiquer les humains pour leur compte. Bornons-nous à lier les mains des terriens avec un tas de fausses consignes envoyées par en cible et que la boucherie commence. Les humanoïdes se serraient les coudes, tout comme les rats, et le colonel Dong avait avalé ça. Il avait l'intention d'obéir aux ordres. Il s'en était même ouvert à Davidson. « Je compte bien suivre les directives que je reçois du QG de Terra. Et nom de Dieu, Dom, toi, tu vas obéir à mes ordres, ainsi qu'à ceux du Major Mohammed, en Nouvelle-Java. » Il était stupide, le vieux ding-dong, mais il aimait bien Davidson, et celui-ci l'appréciait également. Si cela supposait de trahir la race humaine pour favoriser une conspiration étrangère, alors il ne pouvait pas obéir à ses ordres, ce qui ne l'empêchait pas de se sentir désolé pour le vieux soldat. Un idiot, mais un idiot brave et loyal, pas un traître né comme ce bavard vaniteux et pleurnichard de Lyubov. S'il y avait un homme dont Davidson espérait qu'il se ferait avoir par les créates, c'était bien ce prétentieux de Raj Lyubov, ce lécheur de culs extraterrestres. Certains hommes, particulièrement ceux de type asiatiforme et hindi, sont vraiment des traîtres nés. Pas tous, mais quelques-uns. D'autres sont des sauveurs nés, et c'est dans leur nature, tout simplement, comme d'être d'origine euraphe ou posséder un physique agréable. Ce n'était pas quelque chose dont ils cherchaient à tirer prestige. S'ils pouvaient sauver les hommes et les femmes de la Nouvelle-Tahiti, ils le feraient. S'ils n'y parvenaient pas, au moins auraient-ils tout donné, et ça se résumait à ça. Et les femmes, ça aussi, ça l'ulcérait. Ils avaient évacué les 10 colis qui se trouvaient à la Nouvelle-Java, et aucune des nouvelles ne leur était envoyée de Centralville. La sécurité n'est pas encore établie. Avait bêlé le QG. Un sacré coup pour les 3 avant-postes. D'après eux, qu'allaient faire les soldats des avant-postes maintenant qu'il était interdit de toucher aux femelles créates et que ces salopards vernis de Central se réservaient toutes les humaines? Cela allait générer un ressentiment terrible. Sauf que ça ne pourrait pas tenir longtemps ainsi. La situation tout entière était trop délirante pour rester stable. S'il ne commençait pas à essayer de rétablir l'équilibre précédent, maintenant que le Shackleton était parti, alors le capitaine D. Davidson allait devoir faire quelques heures supplémentaires pour ramener les choses à la normale. Le matin du jour où il avait quitté Central, on avait relâché toute la main-d'œuvre créate, fait un grand et noble discours en pidgin, ouvert les portes de l'enclos et laissé partir tous les créates apprivoisés, les porteurs, les terrassiers, les cuisiniers, les boueux, les domestiques, les serveuses, tous. Pas un seul n'était resté. Certains accompagnaient leur maître depuis la fondation de la colonie 4 années plus tôt, mais ils n'éprouvaient pas la moindre fidélité. Un chien, un chimp serait resté. Ces choses-là n'étaient même pas suffisamment évoluées pour ça.
Elles ne valaient guère mieux que des serpents ou des rats, juste assez malignes pour vous tourner autour et vous mordre dès que vous les laissiez sortir de leur cage. Ding Dong était taré de lâcher tous ces créates dans les environs. En fait, la meilleure solution, définitive qui plus est, aurait été de les entasser sur l'île du dépotoir et de les y laisser crever de faim. Mais Dong avait encore la trouille de cette paire d'humanoïdes et de leur boîte à paroles. En l'état, si les créates sauvages de Central avaient l'intention d'imiter les atrocités du Camp Smith, il avait désormais plein de nouvelles recrues à portée de main, des recrues qui connaissaient le plan de la ville tout entière, les emplois du temps, savaient où se trouvait l'arsenal, où les gardes étaient postés, et tout le reste. Si Centralville était incendiée, les gens du QG pourraient s'en féliciter. En vérité, ils n'auraient que ce qu'ils méritaient, pour s'être laissés berner par des traîtres, pour avoir écouté les humanoïdes et ignoré les conseils d'hommes qui connaissaient vraiment la nature profonde des créates. Aucun des types du QG n'était revenu au camp, contrairement à lui, pour y trouver des cendres, des débris et des corps calcinés. Et le cadavre d'Oc, à l'endroit où il avait menacé l'équipe de déboisement, il avait une flèche qui lui sortait de chaque œil, ce qui le faisait ressembler à une espèce d'insecte bizarre dont les antennes auraient été déployées pour sonder l'air. Bon sang, il n'arrivait pas à se sortir ça de l'esprit. Il y avait quand même une chose. Malgré ces fausses directives, les gars de Central n'allaient pas se contenter d'utiliser de petites armes de pointe d'autodéfense, le cas échéant. Ils avaient des lance-flammes et des mitrailleuses. Les 16 petites puces étaient elles aussi équipées de mitrailleuses, et elles s'avéraient bien pratiques pour déverser des bidons de flambe. Quant aux 5 grosses puces, elles possédaient un armement complet. Mais ils allaient avoir besoin de l'artillerie lourde. Il suffirait d'envoyer une puce survoler une des zones défrichées et d'y surprendre une bande de créates avec leurs foutus arcs et leurs flèches, puis de lâcher des bidons de flambe et de regarder d'étaler leurs corps en feu. Ce serait parfait. Ça lui remuait un peu l'estomac de visualiser pareil spectacle, exactement comme lorsqu'il pensait à se faire une femme, ou chaque fois qu'il se souvenait du moment où Sam le créate l'avait attaqué et qui lui avait défoncé le visage en 4 coups puissants assenés l'un après l'autre. Il possédait une mémoire eidétique, doublée d'une imagination plus fertile que la plupart des hommes. Aucun mérite, il était comme ça, voilà tout. Il s'agit là d'un fait. Le seul moment où un homme est vraiment, totalement un homme, c'est quand il vient de se faire une femme ou de tuer un autre homme. Ce n'était pas original. Il l'avait lu dans 2 vieux livres, mais ça n'en restait pas moins vrai. Voilà pourquoi il se plaisait à imaginer de telles scènes, même si les créates n'étaient pas véritablement des hommes. La Nouvelle Java était la plus méridionale des 5 grandes terres, juste au nord de l'équateur. Aussi s'avérait-elle plus chaude que Central ou Smith, au climat presque parfaitement tempéré, plus chaude et bien plus humide. Pendant les saisons des pluies, des chutes d'eau incessantes recouvraient l'intégralité de la Nouvelle-Tahiti, mais dans les contrées du nord, c'était une sorte de douce bruine qui tombait continuellement sans jamais vous transir ni vous tremper vraiment. Ici, ça dégringolait à plein saut, et il y avait une tempête de type mousson qui vous empêchait de vous déplacer, sans même parler de travailler. Seul un toit solide vous protégeait de la pluie, ou alors la forêt. Cette satanée forêt était si épaisse qu'elle vous gardait à l'abri des tempêtes. L'eau qui goûtait de toutes ses feuilles ne manquait pas de vous mouiller, bien sûr, mais pour peu que vous soyez vraiment enfoncé à l'intérieur de la végétation lors d'un de ces ouragans, vous remarquiez à peine que le vent soufflait, et puis vous sortiez en terrain découvert et vlan, le vent vous renversait, et vous vous retrouviez tout taché de cette boue rouge et liquide en quoi l'eau transformait la terre, et vous ne replongiez jamais assez vite dans la forêt. Sous les arbres, il faisait sombre et chaud, et l'on pouvait facilement se perdre. Et puis, le chef de camp, le major Mohamed, était un salopard désespérément rigide. À la NJ, tout était fait d'après le manuel. L'abattage en kilobandes uniquement, cette merde de plantes fibreuses plantées dans les bandes déboisées,
les permissions à Central accordées selon une rotation strictement non préférentielle, les hallucinogènes rationnés, leur utilisation en service sanctionné, et ainsi de suite. Un bon point pour Mohamed, néanmoins. Il ne passait pas son temps à contacter Central par radio. La nouvelle Java était son camp, et il le dirigeait à sa manière. Il n'appréciait pas les directives du QG. Il leur obéissait, bien sûr. Dès que les consignes étaient arrivées, il avait libéré les créates et placé toutes les armes sous clé, à l'exception des petits pistolets à air comprimé. Mais il ne courait pas après les ordres ou les conseils, ni de Central, ni de personne. Il était du genre satisfait de soi, persuadé d'être dans son bon droit. C'était là son grand défaut. Lorsqu'il faisait partie de l'état-major de Dong, au QG, Davidson avait parfois eu l'occasion de consulter les dossiers des officiers. Sa mémoire exceptionnelle s'accrochait à ce genre de choses, et il pouvait se souvenir, par exemple, que Mohamed possédait un QI de 107, alors que le sien atteignait 118, une différence de 11 points. Sauf que, bien entendu, il ne pouvait pas le dire au vieux Mou, et comme Mou ne pouvait pas le voir, il n'y avait donc aucun moyen de lui faire entendre quoi que ce soit. Il se pensait plus avisé que Davidson. Point barre. En fait, ils se montrèrent tous un peu désagréables au début. Aucun de ces hommes de la NJ ne savait rien des atrocités du camp Smith, sinon que le chef de camp était parti pour Central 1 heure avant le massacre et qu'il en était donc l'unique rescapé humain. Exposé de cette manière, ça faisait franchement mauvais effet. On pouvait comprendre pourquoi il le considérait comme une sorte de Jonas, voire pire, comme un genre de Judas. Mais quand ils auraient appris à le connaître, ils feraient preuve d'un peu plus de jugeote. Ils finiraient par s'apercevoir que, loin d'être un déserteur ou un traître, il se vouait à préserver de la trahison la colonie de la Nouvelle-Tahiti. Et ils comprendraient que se débarrasser des créates allait être la seule façon de rendre ce monde suffisamment sûr pour que les terriens puissent y vivre. Ce n'était pas trop difficile de faire passer ce message aux bûcherons. Ils n'avaient jamais apprécié les petits rats verts, contraints qu'ils étaient à les forcer à travailler toute la journée et à les surveiller toute la nuit. Mais à présent, ils commençaient à se rendre compte que les créates n'étaient pas seulement répugnants, mais dangereux. Quand Davidson leur dit ce qu'il avait découvert au camp Smith, quand il leur expliqua comment les 2 humanoïdes du vaisseau de la flotte avaient abruti le QG, quand il leur démontra qu'éradiquer les terriens présents sur la Nouvelle-Tahiti n'était qu'une part minuscule de la conspiration étrangère contre la Terre, quand il leur rappela la dure réalité des statistiques, 25 centaines d'humains contre 3 millions de créates, alors ils commencèrent vraiment à se masser derrière lui. Même l'officier de contrôle écologique était de son côté, pas comme ce pauvre Keyes, furieux parce que des hommes abattaient des cerfs rouges et lui-même tué à bout portant par des créates sournois. Ce type, Atranda, détestait les créates. En fait, il le rendait complètement dingue. Il avait dû subir un géochoc ou quelque chose dans le genre. Il avait tellement peur que les créates n'attaquent le camp qu'il se comportait comme une femme craignant d'être violée. N'empêche, c'était utile de pouvoir compter sur le spé local. Pas la peine d'essayer de gagner le chef de camp à sa cause, par contre. En bon juge des caractères qu'il était, Davidson avait compris presque tout de suite que cela ne servirait à rien. Mohamed était borné. En plus, il avait contre Davidson un préjugé qu'il ne semblait pas vouloir abandonner. Ça devait avoir un rapport avec l'histoire du camp Smith. Il avait été jusqu'à dire à Davidson qu'il ne le considérait pas comme un officier digne de confiance. C'était un salopard moralisateur, mais sa façon terriblement rigide de diriger le camp de la NJ constituait un avantage. Il était plus facile à s'emparer d'une organisation rigoriste, habituée à obéir aux ordres, que d'un groupe plus lâche, plein de caractères indépendants, et plus facile, une fois à sa tête, de maintenir son unité pour des opérations militaires défensives ou offensives. Davidson allait donc devoir prendre les commandes. Moo était un bon chef pour un camp de déboisement, mais pas un soldat. Davidson ne ménagea pas ses efforts pour regrouper derrière lui les meilleurs bûcherons et sous-officiers, sans se presser néanmoins. Quand il se fut rallié à ses d'hommes,
véritablement digne de confiance. Une escouade de 10 individus alla faucher quelques articles dans les sous-sols du dépôt, aux grandes dames des verrous que le vieux Mou y avait fait installer, remplis de jouets guerriers. Puis, un dimanche, ils s'en allèrent jouer dans les bois. Davidson avait localisé la ville créate quelques semaines auparavant et décidé de réserver le festin à ses hommes. Il aurait pu s'en charger seul, mais c'était mieux ainsi. Ça renforçait le sentiment de camaraderie, ça créait de véritables liens. Ils se bornèrent à investir les lieux en plein jour pour couvrir de flammes tous les créates surpris en surface et les brûler avant de verser du kérosène sur les toits du terrier de manière à rôtir tous les autres. Ceux qui tentaient de s'échapper se faisaient flamber. C'était le côté artistique de la chose. Attendre devant les trous que ces petits rats en sortent, leur laisser croire qu'ils allaient s'en tirer et les frire en commençant par les pieds pour qu'ils se transforment en torches. Cette fourrure verte grésillait d'une façon extraordinaire. Bon, en réalité, ce n'était guère plus excitant que de chasser de vrais rats, qui étaient à peu près les seuls animaux sauvages encore présents sur la planète mère, mais ça procurait des sensations autrement plus fortes. Les créates étaient bien plus gros que des rongeurs, et vous les saviez capables de se défendre, quand bien même ils n'en firent rien cette fois-là. À dire vrai, certains allèrent jusqu'à s'allonger par terre au lieu de déguerpir, se bornant à rester étendus là sur le dos, les yeux fermés. C'était écœurant. Les autres gars semblaient également de cet avis. L'un d'eux se sentit bel et bien mal et vomit après avoir brûlé une de ces saloperies. Aussi en rute qu'ils fussent, ils n'épargnèrent même pas une des femelles pour la violer. Tout était au préalable convenu avec Davidson que c'était là un acte bien trop proche de la perversion. L'homosexualité se pratiquait avec d'autres humains, c'était quelque chose de normal. Mais ces créatures, elles ressemblaient peut-être, de loin, à de vraies femmes, mais elles n'en étaient pas, et mieux valait prendre son pied en les tuant et rester propre. Cela leur avait semblé raisonnable à tous, et ils s'y étaient tenus. Une fois de retour au camp, tout le monde ferma sa gueule, s'abstenant même de se vanter auprès de leurs potes. C'étaient des hommes bien. Pas un mot sur l'expédition ne parvint aux oreilles de Mohammed. Pour autant que le vieux Mou le sache, tous ces hommes étaient de bons petits gars qui se bornaient à scier des troncs et se tenaient à l'écart des créates. Oui, monsieur. Et ils pouvaient continuer à le croire jusqu'au jour J. Car les créates allaient attaquer, quelque part, ici, ou l'un des camps de l'île King, ou Central. Davidson le savait. Il était le seul officier à être au courant dans toute la colonie. Aucun mérite. Il savait juste qu'il avait raison, voilà tout. Personne ne l'avait cru à part ces quelques hommes ici qu'il avait eu le temps de convaincre. Mais tôt ou tard, les autres finiraient bien par s'apercevoir qu'il avait raison. Et il avait raison. Le nom du monde est forêt. Par Ursula Le Guin. Chapitre 4. Vous avez aimé ce chapitre? Eh bien, likez ou laissez-moi un commentaire. N'hésitez pas par ailleurs à vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche afin d'être tenu au courant des prochaines publications. Et pour les plus généreux d'entre vous, payez-moi quelques cafés. Le lien est dans la description. À bientôt.